Quand tu me dis, est-ce que c'est multimillion de dollars? Oui, la réponse est oui. Si vous devez répondre, c'est direct, c'est oui. Disons qu'à un moment donné, pour me parler, il fallait avoir minimum un demi-million de dollars. Ah oui. Minimum. Minimum. Oui. Et le plus gros que tu as géré, c'était Il y avait combien? les clients qui avaient plus de $1 milliard. Je ne pense pas qu'on se lance en business pour faire de l'argent. Mais c'est quand même un indicateur qui montre qu'on avance. Oui, mais si tu te lances en business pour faire de l'argent, ça va être difficile. Ah oui, pourquoi? La bourse n'est pas aussi compliquée. Le système ne veut pas que la bourse soit simple. Ah, Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Léopold Happy, je suis le fondateur de Easy Finance Academy et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. comment devenir millionnaire rapidement? Oh, on est là, commencé là. Ah oui, c'est vrai, c'est lancé. Comment devenir millionnaire rapidement? En dollars, oui. Devenir millionnaire, je pense qu'il y a beaucoup, de, je vais appeler ça stratégie, Oui. qu'on peut mettre sur pied pour devenir millionnaire. Bon, la stratégie, à mon avis, la plus évidente, Oui. c'est ne pas réinventer la roue, faire ce que ceux qui ont le million ont fait. Donc, en passant par des piliers tels que la bourse, tels que l'entrepreneuriat, ou tels que l'immobilier, par exemple. D'accord. Mais quand tu parles de la bourse, ceux qui sont devenus riches, est-ce que c'est quand ils sont devenus riches qu'ils ont commencé à faire de la bourse ou alors c'est la bourse qui les a rendus riches? Bon, ceux qui sont riches, généralement, bon, là encore, il faut définir ce qu'on appelle ceux qui sont devenus riches. Parce que richesse... Allons-y sur multimillionnaire en dollars. Donc, ceux qui sont multimillionnaires, comment ils ont eu le million? Bon, il y en a qui ont commencé, de par mon expérience, j'ai rencontré des multimillionnaires qui ont commencé eux-mêmes, donc juste simplement. Et puis j'ai vu ceux qui ont eu un héritage, qui ont fructifié. Mais d'une manière générale, je dirais que ça prend quand même de l'éducation. Ça prend à comprendre un certain nombre de principes. Oui. De comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que l'argent fonctionne, c'est quoi les règles de l'argent D'accord. pour pouvoir y arriver. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es devenu multimillionnaire en dollars? Combien de temps je suis devenu multimillionnaire en dollars? Bon, je ne sais pas si je vais évaluer ça comme ça. Ça fait quand même un bon nombre de temps que je parle d'argent. Bon, moi, tu sais, nous ici, il ne faut pas que Happy commence à nous embrouiller. Est-ce que tu es multimillionnaire en dollars? Est-ce que je suis multimillionnaire? Je dirais oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand tu me dis, est-ce que je suis multimillionnaire en dollars? Oui, la réponse est oui. Si vous devez répondre, c'est direct, c'est oui. Voilà, c'est ça, nous on aime les choses droit au but. Nous connaissons, on vient de Marseille. Allez, l'OM. Voilà, c'est ça que nous on aime. Combien de temps pour dire... En fait, c'est que l'argent, c'est un résultat de quelque chose. Oui. Je peux te dire que j'étais même surpris quand c'était là. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas une date, tu vois. Je ne sais pas que je travaille pour devenir multimillionnaire, non. Mais à un moment donné, tu te rends compte que... C'est déjà le cas. Tu as un certain niveau. Et après, tu analyses, tu peux te demander, mais c'est arrivé à quel moment? Je n'ai pas prêté attention parce que ce n'était pas ça ton focus, en fait. Ouais. Je sais que à un moment donné, tu as fait une folie. Tu as claqué 21 000 dollars pour passer une semaine de vacances avec ton épouse et tes enfants. Comment on se sent lorsqu'on est capable de faire cela? Je me sens assez flexible. Je me sens libre. Libre d'une certaine manière où je peux contrôler ce que j'ai envie de faire. Je peux décider que le mois prochain, je vais être à tel endroit et je me donne les moyens de le faire. Je me sens vraiment flexible, je me sens moins sous pression. Et donc, depuis que tu as cette liberté financière, que tu prends temps, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu te sens plus heureux qu'avant? Je me suis découvert. Je me suis découvert dans la mesure où, avant, par exemple, j'ai vécu ici en Europe. À un moment donné, j'avais arrêté de rêver. Je ne rêvais plus jusqu'à ce que j'aille en Amérique. Je découvre une autre façon de vivre. C'est pas que dès que je suis arrivé en Amérique, j'ai commencé à rêver, non. Mais avec le temps, j'ai eu certaines expériences. Et puis, je me suis rendu compte que la vie avait d'autres facettes. Et je me suis déchargé de certaines pressions de la vie. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'avais des contraintes autour de
des contraintes de tous les jours qui faisaient partie de mon quotidien. Et je ne me rendais même pas compte que les contraintes étaient là. Mais quand j'ai commencé à me décharger de ces contraintes, d'une manière inconsciente même, j'ai commencé à avoir un autre regard de la vie, à voir les choses différemment, à me poser d'autres questions que je ne m'étais jamais posées. Donc, ça fait que finalement, je redonne un autre sens à ma vie. Et le fait de redonner un autre sens à ma vie, ça me fait découvrir qui je suis. Ça me fait découvrir un autre côté de moi que je n'avais pas découvert. Parce qu'il y avait cette pression-là. Donc, je vois que telle que la vie est, parfois, on est tellement contraint de faire certaines choses, on n'a pas... Ces contraintes-là nous volent même l'occasion de nous poser des questions assez pertinentes. Donc, si tu réussis à te décharger de cette pression, tu vas avoir le temps maintenant pour passer à autre chose. Le temps pour réfléchir sur certaines choses. D'accord. Et comment devenir millionnaire grâce à la bourse? Bon, mon académie, Easy Finance Academy, j'ai bâti ce qu'on appelle la clé du succès. Oui. Donc, ça commence d'abord par un certain nombre d'étapes que tu dois mettre sur pied et pouvoir implémenter. Oui. Donc, numéro 1, c'est l'éducation. Oui. L'argent fonctionne comment? Oui. Donc, il faut d'abord apprendre, avoir un certain niveau de compréhension, et après, il te faut un capital. Donc, si je sais tout ce qu'il faut faire, si je n'ai pas l'argent pour aller sur le marché, je ne peux pas arriver où j'ai envie d'arriver. Oui. Donc, éducation, c'est la première étape, la première clé. Deuxième clé, c'est le capital. Oui. J'ai combien pour me mettre en pratique ce que j'ai appris? Numéro 3, la discipline. Quelles sont les règles que je dois suivre? Numéro 4, la patience. Je peux voir comment ça s'est passé chez tel et je viens, ça ne se passe pas de la même manière chez moi. Oui. Est-ce que j'abandonne tout de suite? Non, il faut que je sois patient, que je sois discipliné. Et donc, éducation, capital, discipline, patience, c'est ça qui va permettre donc de bâtir pour pouvoir arriver au succès. Et quand même, quand on arrive au succès, il faut célébrer. Parce que tu mets un point d'honneur sur la célébration à chaque fois. C'est très important, parce qu'autrement, tu deviens ingrat. Et la gourmandise s'installe. Mais est-ce que c'est mauvais d'être gourmand? Bien sûr. Pourquoi? C'est très mauvais d'être gourmand. Déjà, pour toi, c'est quoi la gourmandise? La gourmandise, c'est le fait de rejeter un peu la gratitude, ne pas vouloir reconnaître que j'ai reçu ceci, chercher seulement à avoir, sans s'arrêter pour pouvoir valider ce que tu as eu et dire merci, parce que tu apprécies mieux, et quand tu apprécies mieux, tu te tapes même d'une manière inconsciente les épaules. Et c'est ça qui te donne le courage de continuer à bâtir. Super. Bon, vous avez vu, c'était la mise en bouche avec Happy qui ne s'y attendait pas. On a réussi à créer l'effet de surprise. Bon, on peut maintenant te souhaiter la bienvenue sur le podcast d'Argent Livre. Et encore, on t'a pas fait découvrir le pire. Bref, au prochain épisode, tu découvriras. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Bienvenue pour ce énième épisode du podcast chez Argent Livre en direct de chez Ultimate Port. Tu connais la chanson. Et tu l'auras bien compris. Nouvel épisode, nouvel invité, mais surtout, nouvelle thématique. Et aujourd'hui, nous aborderons la thématique qui tourne autour de comment devenir millionnaire en dollars rapidement. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que Léopold Happy, c'est un ancien banquier, trader, et surtout désormais, il investit dans la bourse et il accompagne aussi ses apprenants à investir dans la bourse. Et ce qu'il ne savait pas que je sais, c'est qu'il y a l'un de ses apprenants qui a réussi en un trade à générer plus de 150 000 $. Et lui-même aussi, il avait réussi à générer plus de 300 000 $. Et c'est ça qui lui a permis de lancer Easy Finance Academy. Est-ce que j'ai bon jusqu'à présent? Bon, j'ai besoin d'apporter quelques précisions. Quelques clarifications. Okay. Oui. Bref, on reviendra là-dessus. Oui. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est passé par plusieurs tumultes de la vie. Il a d'abord été en France. Ensuite, il s'est rendu en Allemagne pour des raisons que je n'évoquerai pas dans ce podcast. Mais en filigrane, quand même, on va pas aller plus loin que ça. Parce qu'il a déjà dit dans un podcast, mais en filigrane, quand même, il y avait une histoire de Goumin. En filigrane. Ok. Tu avais cette histoire. Je préfère me mettre là. En fait, j'avais dit quelque part, certainement tu l'as suivi. Oui. Le mariage, c'est se mettre la bague au doigt et non la corde au cou. Toi, tu as failli te mettre la corde au cou.
Et donc, j'ai déjà précisé que vous avez été nombreux à nous demander très souvent, ouais, alors on veut que tu nous fasses des vidéos autour de l'investissement, l'argent et tout le bazar. Donc, on a fait venir un expert. Quelqu'un qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, et surtout qui a des résultats. Et on va avoir une série de 6 épisodes qui seront diffusés à raison de 1 épisode par semaine. Donc, je t'invite vivement à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode que nous enregistrerons avec Happy au cours des 6 prochaines semaines, parce que chaque épisode sera en réalité une masterclass. Maintenant que tout ceci est dit, j'aimerais préciser que cet épisode est sponsorisé par Easy Finance Academy. Je ne t'en dis pas plus, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et sans plus attendre, on va laisser le soin à notre invité, Léopold Happy, de se présenter. Bonjour Léopold. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien. Mon nom c'est Happy. En d'autres termes, en anglais, on dit content. Donc oui. je reflète mon nom, je suis content. Super. Et tu as dit que tu viens du Canada? Tout à fait. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, ta caméra est là. Qui es-tu? Ah, je regarde là? Oui, ta caméra pour te présenter, ouais. Oui, bonjour. Mon nom c'est Happy Léopold. Je suis un Camerounais. Je vis au Canada depuis 20 ans. Et avant le Canada, j'ai fait un grand tour ici en Europe. Donc, arrivé au Canada, j'ai créé... donc, avant de créer, j'ai travaillé dans la finance pendant 14 années. Et au bout de 14 années, j'ai décidé d'arrêter et venir transmettre ce que j'ai appris, partager mon expérience autour d'une plateforme que j'appelle Easy Finance Academy. L'académie existe depuis... Nous avons 5 ans ce mois. Et on a plus de 1000 étudiants repartis partout dans le monde. On a plus de 30 personnes qui travaillent dans notre équipe. Et donc voilà, on accompagne plusieurs personnes à comprendre le monde de la finance, comment se libérer financièrement. Et ce que je dirais aussi, c'est que nous transformons des vies. On a plein de personnes qui ont pu arrêter de travailler sous pression et redéfinir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Amen, au pluriel, amener. Donc, tu connais la chanson, ma personne. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles. Parce que chez nous, on aime le sang. I don't like peace. I like problem. Parce que la paix n'est pas rentable. Donc, tu es sur le siège des accusés. Donc, on va lui souhaiter bonne chance à Happy. On va voir comment il va se débrouiller. Bon, ok. On va revenir dans le vif du sujet. Moi, de ton histoire, j'ai découvert que tu es arrivé au Canada avec à peine $200 dans les poches. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu pèses plusieurs millions de dollars. Déjà, je dis ça sans l'ombre d'un doute parce que je sais que tu as investi dans l'immobilier et tu avais un bien à une époque dans lequel tu as investi plus de 3 millions de dollars pour acquérir. Comment tu as fait? Comment j'ai fait pour partir de $200 à un patrimoine qui pèse plusieurs millions de dollars aujourd'hui? Bon, je dirais que quand je suis venu en Europe, je venais me chercher. Ouais. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais ici. Et je tiens à souligner qu'avant de venir en Europe, j'étais au Cameroun. J'étais déjà un entrepreneur, mais avant de partir du Cameroun. Donc, je suis parti du Cameroun pour aller chercher une meilleure vie. Et je suis venu ici, les choses n'étaient pas comme je voulais. C'était pas évident. Et je me contente pas de ce que le système me présente. J'ai refusé de rester victime de ce système, aller chercher plus loin. Je me suis retrouvé au Canada. Et quand je me suis retrouvé au Canada, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on fonctionne ici. Quelle est la danse que je devrais danser ici pour m'en sortir? Et bien entendu, je voulais être mieux qu'au Cameroun. Donc, ma curiosité m'a poussé à travailler, à découvrir une opportunité dans le monde de la finance. Je n'avais jamais imaginé que j'allais travailler dans la finance. Je découvre la finance par hasard. Je décide de rentrer à l'école, comprendre comment le monde de la finance fonctionne. Et justement, ça m'ouvre des portes. Donc, j'ai développé une certaine compétence qui m'a fait aller avoir de l'expérience. Et on m'a confié donc plusieurs portefeuilles, plusieurs clients super fortunés. Et le plus gros portefeuille que tu as eu à gérer, c'était combien à peu près? Disons qu'à un moment donné, pour me parler, il fallait avoir minimum un demi-million de dollars. Ah oui? Minimum. Minimum. Oui. Et le plus gros que tu as géré, c'était combien? Il y combien? avait les clients qui avaient plus de $1 milliard. Ah oui? Oui. Et comment tu te sens lorsque tu manipules autant de chiffres? Bon, je dirais qu'au début, puisque je venais d'un monde complètement différent de cette réalité-là, au début, j'en étais intimidé. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Donc, mais je te dis quoi? non, déjà même que
quand je découvre le monde de la banque, je commence doucement. Oui. Je commence à travailler d'abord au niveau des comptes bancaires. Oui. Je peux voir les salaires, les gens appellent, un ingénieur appelle, un docteur. Je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans le compte par rapport au titre. Oui. Et là, les mythes commencent à tomber. Oui. Mais là, on est encore dans les montants pas très gros. Et quand j'entre dans le monde de l'investissement, je grandis dans le milieu. J'ai des promotions. On me fait travailler dans un département qu'on appelle compte président. Donc, à l'époque, quand je travaillais dans cette structure, pour être dans cette catégorie, il fallait avoir minimum $500 000 dans ton compte d'investissement, par exemple. Donc, moi, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait avoir autant d'argent. Un demi-milliard. Un demi-million. Un demi-million pour toi, oui. À $500 000. Oui, je ne savais pas que quelqu'un pouvait avoir autant d'argent. La preuve qu'une fois, j'ai rencontré un Camerounais à Toronto. Une fois, on parlait, il m'a dit, mais tu fais quoi? Je lui ai dit, je travaille à la banque. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui explique un peu ce que je fais. Il me dit, attends, il y a des gens qui ont plus de 100 000. Donc, il y a des gens qui ont plus de $100 000 dans le compte. Donc, j'ai compris que c'est niveau par niveau, quoi. Oui. Donc, le niveau de nos appréhensions. Ouais. Donc, et ça, c'est pas le CFA, c'est le dollar. Le dollar, on parle du dollar. Donc, au départ, tu trembles. Ouais. Tu as peur. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai commencé à côtoyer ces clients, je me suis rendu compte que beaucoup étaient très humbles, prêts à partager, très ouverts, à te dire l'histoire, te raconter leur histoire, comment ça s'est passé, comment ils ont bâti, prêts à partager, en fait. Donc, c'est ça qui fait que tu laisses tomber un peu ces... Les barrières tombent, quoi. Les barrières tombent et tu laisses tomber cette peur. Oui. Tu te sens assez proche d'eux. Oui. Et après, tu essaies de comprendre. Tu travailles avec eux tout le temps. Tu essaies de comprendre comment ceci marche. Et je me pose des questions. Après, tu te rends compte que, voici comment ça marche, progressivement. Tu te rends compte qu'ils font quelque chose, tous, en commun. Et c'est dans quoi qu'ils investissent? Ils faisaient la bourse, ils faisaient l'immobilier, ils avaient des business. Bourse, immobilier, business. Oui, et justement, tu reviens à chaque fois là-dessus. Ouais. Bourse, immobilier, business. Bon, toi, aujourd'hui, ton cheval de bataille, c'est la bourse. Tu fais les trois. Tu fais les trois. Oui. Mais moi, je veux d'abord qu'on mette de côté le volet bourse, qu'on rentre sur le volet argent. Les gens les clients que tu as eu à gérer, multimilliardaires en dollars, ce sont des gens comme nous? Bien sûr. C'est des gens comme nous. Et qu'est-ce qu'ils font que les autres ne font pas? Je pense qu'ils ont d'abord l'information. Ils ont une éducation. Oui. Donc, c'est d'abord l'état d'esprit, quoi. C'est l'état d'esprit, la manière dont ils ont été éduqués, le genre d'information qu'ils ont, beaucoup n'ont pas. C'est des gens comme toi et moi. Oui. Je me rappelle un jour, j'étais à la banque. Il y a un monsieur qui est venu me voir. C'était début quarantaine. Oui. Sa maman était décédée. Il est venu me voir à la banque. Il m'a donné les stock certificates. Donc, comment on appelle ça? Donc, parce qu'avant, quand tu achetais les actions en bourse, on te donnait comme un carton, là, comme un certificat. Oui. Donc, sa maman lui avait laissé, c'était l'héritage. C'était, je ne sais plus combien c'était. Le monsieur, d'abord, lui seul, d'abord, avait plus de 3 millions dans son compte. Sa maman lui avait donné ça. Je ne me rappelle plus du montant, c'était peut-être 6 millions que sa maman lui laissait. Alors, j'ai vu le monsieur devant moi, simple en jean, juste comme un gentleman, là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Il est tellement calme, il ne fait pas du bruit. Mais après, quand tu analyses, quand tu vois ce qu'ils ont en commun, tu vois qu'ils ont l'information que beaucoup n'ont pas. Mais ils apprennent où cette information? Et bien sûr, le système fonctionne d'une certaine manière. Et puis, tu t'entoures de certaines personnes. Tu fréquentes. Par exemple, aujourd'hui, mes enfants ont une autre perception de la vie parce qu'ils me voient faire certaines choses, parce qu'ils évoluent dans certains cadres. Donc, ils n'ont pas l'information. Mes enfants ont l'information que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, ça va aussi dépendre de comment nous avons été, dans quel cadre nous sommes nés, quel type d'éducation on nous a donné, qui est-ce que nous avons côtoyé. Donc, quand tu es dans ce monde-là, tu as l'impression que c'est pareil partout, quoi. Donc, quand tu es coupé de ce monde, tu as l'impression que c'est la réalité de tout le monde. Comme nous aussi, quand on est hors de ce monde, on croit que tout le reste du monde est comme nous. Oui, en effet, oui. Mais quand tu pénètres notre milieu, tu vois que, ils sont comme ça. Tu te dis, mais attends. Au départ, j'ai eu ce sentiment, le monde est injuste ou c'est comment? Tu te poses des questions. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à creuser, personne ne vient te dire ne creuse pas. Personne ne vient te dire non, tu n'as pas droit à ceci.
C'est le système qui est fait comme ça, en fait. C'est pourquoi j'ai dit encore, il faut l'éducation pour comprendre l'environnement dans lequel on fonctionne. Et tu parles d'éducation et j'aimerais savoir, du coup, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en ce qui concerne l'argent? Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en toi-même. Ça, c'est Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est investir en toi-même. Ça veut dire quoi? Si je vais aller plus en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois investir pour pouvoir comprendre même qu'est-ce qui se passe autour de moi. Si je n'aime pas la faculté, si je n'ai pas le minimum requis pour pouvoir m'analyser, comprendre mon environnement, comment est-ce que je peux évoluer? Quelqu'un peut venir et me dire, voilà une opportunité d'1 million de ceci, si mon niveau intellectuel ne me permet même pas d'analyser. Je peux lancer un business. Si je n'ai pas la faculté de pouvoir analyser, voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'un business comme ça marche, où est-ce que je vais avec tout ça? Donc, la meilleure éducation, c'est en toi-même. Continue à investir en toi pour pouvoir détecter les opportunités. Mais je connais des gens qui investissent en eux, ils lisent, ils suivent des formations, ils sont même boulimiques de tout ça, mais ils n'ont pas pour autant des résultats. Selon toi, qu'est-ce qui leur manque? Bon, tout va dépendre de... Quand je dis investir en toi, c'est des mots qu'il faut prendre avec les pincettes, quoi. Oui. Il suffit facilement de lire. Lire, tu peux lire tous les livres d'une bibliothèque, mais tu n'avances pas. L'état d'esprit dans lequel tu veux évoluer aussi est très important. Si tu penses petit, quoi que tu fasses, ce sera difficile. Si tu penses grand, tu vas voir les choses autrement. N'est-ce pas? Donc, et c'est aussi qui tu côtoies. Ça, c'est très important. Je viens ici, par exemple, en France. Honnêtement, sans exagérer, je me sens un peu comprimé. J'ai vécu ici. Mais je trouve j'ai du mal à fonctionner ici. Ah oui? Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tout est petit. Non, c'est pas une impression, tout est petit. Surtout quand on vient du Canada. Tout est petit. Ouais. Même la façon de réfléchir est petite. Ah! Même la façon À ce de point? réfléchir, bien sûr. Est-ce que tu as un exemple? Bien sûr. L'autre jour, par exemple, j'arrive à l'aéroport. Oui. J'avais oublié de réserver une voiture Oui. avant de venir. Ouais. Je descends à Charles de Gaulle, dans un aussi grand aéroport international. Il n'y a aucune voiture disponible chez toutes les locations de voitures qui sont à l'aéroport. Il n'y a aucune voiture qui est disponible. Ouais. J'étais choqué. Je suis allé, j'ai demandé, mais monsieur, est-ce que vous n'avez rien? J'ai trouvé chez Avis. Ils m'ont dit, on peut vous trouver... Il y avait une Fiat là, la plus petite là. J'ai dit, mais je ne suis pas suffi dans cette voiture. Sans blague. J'ai même filmé. J'ai dit, mais c'est une insulte, vous me donnez une voiture comme ça? Il me dit, bon, ok, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Tu as porté un bolide. Après, il me dit, bon, je vais vous trouver la Fiat 600. Ouais. Celle-là, il a tellement vanté. Je me disais que, au moins, il me dit, bon, je vais te trouver quelque chose de... Je ne me rappelle plus les mots qu'il a utilisés, mais c'était... costaud. Costaud. Ouais. La Fiat 600, je ne sais pas si tu as une idée de c'est quoi. C'est sur mon téléphone, là. On va dans la Fiat 600. Je vois la voiture. J'ai dit, mais monsieur, c'est trop petit. Il dit, ça, c'est petit. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Et comme c'est la seule voiture, il m'a dit, là, je ne peux pas faire autre chose. Ça, c'était mon voiture. Quelqu'un a annulé, là, quelqu'un a annulé. C'est pourquoi c'est même là disponible. J'ai payé, malgré le prix, mais j'ai roulé 2 jours. Non, j'ai pris. Il m'a dit, je suis venu le 22. Oui. Il m'a conseillé de revenir le week-end, il y aura des retours. Oui. Non, mais après 2 jours, je voulais retourner la voiture parce que je ne faisais que me cogner la tête. Ah oui. C'est bien sûr. C'est peut-être parce que tu es trop grand aussi. Je suis grand, mais la voiture est tellement petite. Mais quand je vois même l'accent qu'il met sur cette voiture, comment il la vante, qu'elle est très grande, que c'est une grosse voiture, c'est c'est pas. J'ai dit, mais attends. Donc, je trouve que l'état des... Je me dis, mais comment dans un aéroport, il n'y a pas de voiture? Il me dit, non, on a réservé tout. Mais si on a réservé tout, est-ce que vous ne faites pas votre business par rapport à la demande? C'est quoi la demande? Il me dit, mais monsieur, il n'y a pas de voiture, on a tout réservé. Je dis, ok, est-ce que vous n'essayez pas de comprendre le marché et ajuster en conséquence? Il me dit, c'est comme ça tout le temps. Lui, ce n'est pas son business. Ah. Donc, c'est ça que j'ai dit, même la façon de réfléchir petite, quoi. Parce que si je suis un entrepreneur, si je me rends compte qu'à certain moment, il y a un besoin, pourquoi je ne peux pas accommoder ce besoin? Même si je vends ça plus cher. Parce que là, j'avais besoin d'une voiture, j'étais prêt à payer quel que soit le prix, mais je n'ai pas pu trouver. Et c'est pourquoi je dis, les gens pensent petit ici. Même quand tu lances un business, quand tu côtoies les entrepreneurs ici, on n'a pas l'impression de se soucier, quoi. Et pire encore, donc après 2 jours, comme je ne pouvais pas supporter la voiture, je suis allé en ligne, j'ai essayé de réserver. J'ai réservé sur une autre plateforme de Europcar. J'ai réservé une Mercedes automatique, 4x4. C'est tout ce qui semblait être disponible. Ils m'ont dit quantité limitée.
Dès que j'ai réservé la voiture, j'ai mis ma carte de crédit. Après, on m'envoie un message. On me dit que la voiture, on va me répondre dans 8 heures, ouvrez. Je dis, mais attends. Vous venez de dire sur votre site que la voiture est disponible, c'est pourquoi j'ai mis mes informations de carte de crédit. Donc, après que j'ai renseigné mes informations de carte de crédit, on me dit, voilà, il faut attendre 8 heures. Je dis, mais c'est pas sérieux. Pourquoi vous prenez d'abord mes informations de carte de crédit avant de me dire que la voiture. Donc, je prends le téléphone, j'appelle. D'abord, je me perds dans le menu. Ça va partout, ça va partout. Et finalement, une dame me dit, mais vous n'avez pas lu, monsieur? C'est écrit en ligne que quantité limitée, ça veut dire il faut attendre 8 heures. OK. Donc, même le ton avec lequel elle s'adresse, c'est pas gentil, c'est bien pour le service à la clientèle. OK, je supporte, j'attends. J'attends. Le lendemain, je me dis qu'on va me... Après ça, on m'a envoyé un courriel pour me dire, voilà, votre demande est en suspens, est en attente, on va vous revenir. Le lendemain, personne ne m'appelle. On est déjà le soir, j'avais même oublié que j'avais réservé. On est déjà le soir, j'appelle, je tombe sur monsieur, me dit, oui, votre commande est approuvée. J'ai dit, mais approuvé, j'ai pas de voiture, j'ai pas été appelé. Il me dit, mais vous n'avez qu'à aller à l'agence. Comme il n'y a pas de voiture à l'aéroport, j'ai réservé la gare du Nord. J'ai dit, bon, je prends la gare du Nord, je dépose à l'aéroport à mon départ. Il me dit, vous n'avez qu'à aller à l'agence. J'ai dit, mais donc je dois aller à l'agence pour constater, est-ce qu'au téléphone pour me renseigner? Le monsieur me dit, OK, appelez l'agence. J'appelle l'agence. Non, je rappelle, je tombe sur quelqu'un d'autre qui me dit, non, allez à l'agence, on ne peut pas vous donner l'information. Je cherche à parler à quelqu'un d'autre, je tombe sur une autre personne, je lui explique mon problème, il me dit, mon cher ami, je ne peux pas t'aider. J'ai dit, OK, dans ce cas, annulez cette voiture parce que vous me facturez depuis hier. Oui, en effet, oui. Vous me facturez depuis hier. Il me dit, mais vous avez la voiture, monsieur. Je dis, mais comment j'ai la voiture? Il dit, il voit dans le dossier que moi, j'ai la voiture. J'ai dit, mais attends, vous racontez n'importe quoi. Waouh. Alors, j'étais frustré. Je lui dis, est-ce que vous pouvez annuler ça? Il me dit, non, on ne peut pas annuler. Je dis, mais pourquoi? Je parle avec lui, il me raccroche carrément au nez. Ah oui. Donc, j'ai trouvé que le service vraiment est déplorable. J'ai pris le temps, j'ai fait une lettre. Pour envoyer même, c'était difficile. La page contactez-nous. J'envoie, ça me dit notre webmaster. tout ça. Pourquoi au Canada, c'est différent? Mais je me suis dit, mais c'est quoi tout ce système? Et finalement, j'ai pris du temps de faire des recherches. Et j'ai appelé d'abord ma carte de crédit pour leur dire, voilà, j'ai fait telle transaction, je veux qu'on me bloque. Ils m'ont dit non, la transaction n'est pas encore arrivée sur mon compte, mais que, voilà, si la transaction passe, je peux faire bloquer. Mais je ne voulais pas bloquer ma carte de crédit parce que si j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Mais heureusement, la dame que j'ai eue pour ma carte de crédit m'a dit, oh, il y a une fonctionnalité en ligne, je peux aller bloquer, je peux geler ma carte de crédit et la débloquer juste au moment où j'ai envie de l'utiliser. Oui, bien sûr. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais obligé de geler ma carte de crédit, jusqu'à présent les geler sur mon téléphone. De peur que cela me débite. En effet. J'ai pas eu de voiture finalement. Ah oui. Jusqu'à présent. Et pour toi, ça dénote du fait qu'on pense trop petit en France? Oui, on pense petit. Donc, même si, pourquoi une entreprise comme ça a besoin d'un arcade ou bien a besoin de donner un si mauvais service? Si les gens sont là, ils ont besoin d'acheter, comment est-ce que je vais revenir la prochaine fois? Tu vois un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les gens ne voient pas loin. Les gens ne pensent pas long terme. Ils ne pensent pas à la relation qu'on peut développer. Et puis même, à beaucoup de niveaux, quoi. J'ai une entreprise aussi ici. Et même, c'était un parcours du combattant de créer Easy Finance Europe ici. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est une combinaison de choses qui me fait dire qu'on pense petit. D'accord. Et pour quelqu'un qui pense petit, ou bien des fois, on ne voit pas qu'on pense petit. Hein. Des fois, on croit penser grand, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne pense pas assez grand. Pour quelqu'un qui pense... comment faire pour qu'une personne pense plus grand? Je pense que ça va avec d'abord ton état d'esprit. Moi, je pense que, on dit en anglais, only the sky is the limit. La limite, c'est le ciel. La limite, c'est ce que tu t'es fixé. Or, je vois que l'environnement ici en France ne t'autorise pas à le faire facilement. Parce qu'on a mis, il y a comme, tu vois, on dit glass ceiling, c'est quoi? Le plafond de verre. Plafond de verre. Donc, il y a des choses ici qu'on sait que tu ne peux pas avoir. Oui, ça c'est connu en France. La société te dit que tu ne peux pas avoir. Or, je suis dans une autre façon de réfléchir qui me fait penser que la limite, c'est ce que tu t'es fixé. Donc, comment est-ce que tu penses grand? C'est t'entourer de ceux-là qui ont une autre façon de voir les choses. Si tu passes le temps tout le temps, si tu mets du temps en permanence avec des gens qui te disent que tu ne peux pas, tu auras l'impression que tu ne peux pas. Mais si tu vas plutôt t'entourer avec des personnes
qui te disent que c'est possible. On dit quelque part, une citation en anglais, if you hang out with successful people, donc si tu côtoies des personnes qui ont du succès, oui. Ces personnes vont te faire un lavage de cerveau pour que tu puisses croire en toi. Donc ça, donc pour moi, c'est un changement vraiment de l'environnement dans lequel tu veux évoluer. Ça qui va t'amener peut-être à voir les choses différemment. Et puis, ça va juste côtoyer, je pense que ça ne suffit pas. Il faut aussi côtoyer ces personnes-là et avoir la volonté de changer, avoir la volonté d'apprendre, de descendre ses grands chevaux pour vouloir apprendre. On peut apprendre, tout peut s'enseigner, mais tout le monde n'est pas enseignable. On est d'accord, oui. Tout peut s'enseigner, mais tout le monde n'est pas enseignable. Ouais. Et donc, tout à l'heure aussi, tu parles beaucoup d'éducation. Tu parles de comprendre comment fonctionne l'argent. Oui. Et moi, j'ai envie de te poser la question, comment fonctionne l'argent? Quand je parle d'éducation d'abord, oui. Quand j'insiste sur l'éducation, c'est différent de l'éducation classique qu'on nous a donnée. Oui. Pour moi, quand j'ai dit éducation, c'est un peu plus cette nouvelle façon de se challenger en utilisant un esprit critique sur ce qu'on nous a dit et aller au-delà, essayer d'explorer. En fait, c'est quoi la réalité? En fait, ça marche comment? Donc, pour revenir à ta question, comment fonctionne l'argent? Je pense que l'argent, c'est règles. Oui. Et c'est quoi ces règles? Est-ce que tu peux nous énumérer 2 ou 3 règles sur l'argent? Donc, l'argent, je reviens encore à la base pour dire que l'argent, pour moi, je vois l'argent comme un outil de travail. C'est un outil de travail. Il faut que je comprenne les règles de l'argent. Il faut que je comprenne c'est quoi, ça s'utilise comment, c'est là pour me rendre quel service. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, si je ne sais pas ça, parfois, certaines personnes croient que dès que j'ai l'argent, tous les problèmes vont être résolus. Non. Il faut que je sache que c'est un outil qui me permet de pouvoir débloquer des situations, de pouvoir me retirer des contraintes. Oui. Donc, si j'ai l'argent et je ne sais pas m'en servir, ça peut plutôt me créer des ennuis. Et pour moi, je pense qu'avoir l'argent ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Non. Tu peux avoir l'argent et tu es pauvre. Pauvre d'état d'esprit. Bien sûr. Avoir l'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui est riche. Non. Et vu que toi, tu en as, alors, comment tu te sens lorsque tu estimes ne plus être dans le besoin? Bon, est-ce que je peux dire que j'estime ne plus dans le besoin? Je pense que mon centre d'intérêt a juste peut-être changé, a juste évolué. Aujourd'hui, j'ai des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai envie d'accomplir. Par exemple, je me sens en mission. Je me sens en mission de transformer des vies, d'aider les personnes à se dépasser, à voir les choses autrement, de continuer ce que j'ai commencé parce que les résultats sont déjà là. On a plein de gens dans notre académie qui ont vu leur vie changer. Hier, par exemple, nous avons, dans mon académie, tous nos étudiants se rencontrent une fois par mois. Nous avons, on appelle le Zoom de l'académie. Ouais. Hier, il y a la femme, donc j'ai un étudiant qui a fait venir sa femme dans mon académie, donc c'est le couple. J'ai écouté le témoignage de la dame hier. Parce que quand nous avons commencé, on a demandé qui veut partager un moment de gratitude. Et la femme a pris, c'est sur le Zoom, elle a pris la parole, elle a dit, franchement, je veux vous dire merci parce que mon mari est dans votre académie, très engagé dans votre académie. Avant, il est dans la santé, il vit au Canada, c'est un couple qui vit au Canada. Avant, avant, mon mari faisait des boulots, il était jamais à la maison, il était toujours stressé, il faisait 2 boulots, il faisait ceci. Mais depuis un certain temps qu'il est avec vous, d'abord, il ne fait plus autant de boulot, il ne fait plus autant d'heures au travail. Maintenant, à la maison, on réussit à le voir, il a plus de temps pour la famille, l'argent n'est plus beaucoup de pression, il est là. Et moi-même, en tant que femme, je me sens moins sous pression. Donc ça, c'est des belles histoires comme ça que je veux écouter tout le temps. Je veux pouvoir donner la possibilité à plusieurs personnes de raconter des histoires pareilles. Tu parles de l'argent et j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, l'argent achète tout? Non. Qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter? L'argent peut acheter la santé, par exemple. Mais si, bon, je vais jouer l'avocat du diable, tu me connais. Si, avec l'argent, on peut faire des recherches pour améliorer sa santé. Oui, mais parfois tu n'as pas le choix. Moi, j'ai perdu mon frère aîné, il est mort de cancer. À l'époque, c'était pas un problème d'argent. Si on avait l'argent pour trouver la formule, pour pouvoir le soigner, on allait le faire. L'argent n'achète pas tout. L'argent va faciliter tes conditions de vie. Ça va te permettre d'arriver à certains seuils, mais ça n'achète pas tout. On en a besoin pour résoudre des problèmes. Et il y a quoi autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'argent n'achète pas? Est-ce que tu penses que l'argent achète l'amour?
Non, l'argent ne peut pas acheter l'amour, je ne pense pas. Je pense que l'argent peut contribuer peut-être à avoir peut-être le sentiment d'être aimé pour un début et peut-être l'amour là peut naître par la suite. Peut-être tu peux rencontrer une nana là qui ta tête ne lui dit rien, mais parce que tu as de l'argent. Parce que tu as de l'argent, il te dit le gars me plaît, connecte-moi avec lui. Est-ce que tu aimes vraiment? Je ne pense pas. Mais elle peut venir, tu la mets à l'aise et finalement elle commence à développer ce sentiment d'amour à ton égard. Donc l'argent peut contribuer, mais je ne pense pas que ça va vraiment acheter l'amour. Est-ce que je te paye combien pour que tu tombes amoureux de moi? Je ne pense pas que c'est possible. Ah ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. En effet. Et justement, dans l'une de tes interventions, tu dis que le système nous a rendus esclaves. Ça veut dire quoi, ça? Disons que la manière dont, justement, le système a été programmé, parce que c'est programmé expressément. Ah, tu penses qu'il y a des gens qui se sont assis, qui ont pensé le système? Okay. Bien sûr. Ce n'est pas un hasard. C'est un peu un hasard. Ça a été bien tissé. Et ceux qui contrôlent le monde se sont rendus compte que pour que nous continuions à contrôler le monde, il nous faut un certain pouvoir. Il nous faut une force économique. Qu'est-ce que ça prend? Et si nous avons cette force économique, nous allons contrôler, nous allons pouvoir décider avec notre pouvoir financier ce qu'on veut voir se passer. Et on va créer des entreprises, par exemple. On crée des entreprises. On fait fonctionner des entreprises. Mais pour que nos entreprises fonctionnent, par exemple, il faut qu'on ait des clients. Forcément. Il faut qu'on ait des gens qui vont travailler pour nous. Forcément. Il faut qu'on ait des investisseurs qui vont nous donner de l'argent pour grandir ces entreprises. Il faut les faire passer à notre niveau. Et maintenant, pour que ces entreprises-là perdurent, pour que ça fonctionne, il faut ces trois parties-là. Donc, il faut des clients, il faut des employés, et il faut des investisseurs. Mais quel parmi les trois-là, quel est l'élément que nous pouvons facilement contrôler? Les employés. Donc, nous n'allons pas leur montrer parce que si on leur montre les clés, ils vont vouloir faire comme nous et nous faire concurrence. Si tu permets. Oui. On va faire une pause par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Donc pour toi, les personnes qui gouvernent le monde sont des personnes qui sont puissantes économiquement. Oui. Et qui, pour garder leur pouvoir, ont décidé d'avoir des clients, des investisseurs, mais surtout des employés. Ces employés à qui ils vont cacher un certain nombre de choses pour éviter que ces employés deviennent des concurrents. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est pas paradoxal? En ce sens où? Non, je vais d'abord aller bien. Je vais revenir là. OK. Donc, les gens qui contrôlent le monde, il faut la force économique pour contrôler le monde. Oui. Maintenant, pour maintenir ta force économique, il te faut ces trois parties. Oui. Et pour ces trois parties-là, la partie que je peux contrôler, c'est les employés. Oui. Pour que je puisse être puissant, pour que je puisse créer mon business et être puissant et le vendre, il faut que j'ai des gens qui travaillent pour moi, n'est-ce pas? Comment est-ce que je veux me rassurer que ces gens-là travaillent pour moi, qu'ils ne partent pas? Je vais dicter les règles du jeu. Dicter les règles du jeu, ça veut dire, je vais leur donner, par exemple, un salaire. Je vais leur donner juste ce dont ils ont besoin, mais pas suffisamment pour qu'ils s'épanouissent. N'est-ce pas? Je vais décider ce qu'on va mettre dans leur tête. Je vais décider le système scolaire qu'on va leur imposer. Allez apprendre ceci. Je vais faire des suiveurs dès le début. Aller à l'école. Pour apprendre quoi? Ce que moi j'ai décidé. Ils vont donc faire cette école classique. Pour apprendre ce que nous on a décidé. On va leur dire ce que nous on veut qu'on leur dise. Quand ils vont sortir de là, ce sera quoi la priorité? Aller chercher le travail. Pour chercher le travail où? Dans nos entreprises. Dans nos entreprises. Et quand ils vont venir, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons les nommer. Directeur, chairman, vice-président, tout ce que vous voulez là. D'un clic de doigt, on les vire s'ils ne marchent pas comme on veut. Et comme ça, nous allons continuer à entretenir notre système parce qu'ils vont travailler pour nous. N'est-ce pas? De l'autre côté, nos clients, nous pouvons aller vendre à nos clients, avoir plus de clients. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des investisseurs pour dire que l'entreprise fonctionne. Mais si tel était le cas, pourquoi est-ce que des multimilliardaires donnent des conférences, animent des conférences, donnent des formations, écrivent des livres pour inspirer les autres, si c'était le cas? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ça va au-delà. Ça va au-delà. Quand on dit des multimilliardaires, je dirais que c'est des cas isolés, quoi. Il n'y a pas que des multimilliardaires. Je parle ici je parle des gouvernements.
Ok. Je parle de tout un système. Ce sont les gouvernements, c'est tout un système. Ce n'est pas au hasard. Par exemple, on a vu, il y a quelques mois, les compagnies qui ont explosé par rapport à l'intelligence artificielle. Oui. Une compagnie, par exemple, comme Nvidia, qui fait Oui. dans les puces, Oui. a vu ses employés devenir millionnaires en très peu de temps. Oui. Et le CEO, le PDG a été très inquiet. Ah oui? Bien sûr. Allez dire, s'il vous plaît, les gars, je comprends que maintenant vous êtes multimillionnaires, s'il vous plaît. Je veux que vous continuez à venir au travail. Sans blague. Bien sûr. Parce que si tu travailles pour moi, je te donne un salaire. Ouais. Si je sens que tu es très à l'aise économiquement, je peux te dire, demain, s'il te plaît, tu viens au travail, tu me dis non, tu viens parce que tu as autre chose. En effet, ouais. Si tu ne viens pour le travail, qu'est-ce qui se passe? Le boulot n'est pas fait. Les chiffres d'affaires affectés. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi Donald Trump est au pouvoir? Qui l'a mis là? C'est Elon Musk. C'est qui? C'est un entrepreneur, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il l'a mis au pouvoir? Pourquoi? Ah, ça doit nous dire. Mais justement, donc c'est ça que tu dis. Quand on a un agenda à atteindre, on se dit comment est-ce que je vais gérer pour pouvoir continuer à atteindre mes objectifs. Maintenant, il faut que je traite avec la politique. Oui, bien Il faut sûr. que je dise aux politiciens ce que je veux. Ouais. Je décide, j'ai de l'argent, j'ai la force économique, je lui donne le pouvoir. Quand tu es là, tu me signes telle chose. Et moi, je continue à contrôler le monde. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, ce que beaucoup de personnes savent, c'est pas la réalité de ce monde. Cette information est gardée secrète pour un début. Mais comme je dis, la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à aller fouiller là-dedans, personne ne vient te dire que non, tu n'as pas accès à ceci. Mais le problème, c'est que dès le départ, ce qu'on nous a dit est tellement faux qu'on se dit que, voilà, on se leurre même, quoi. On se dit dès le départ que, voilà, je vais aller à l'école, je vais aller travailler, je vais avoir tel poste. Et tu vois plein de gens qui chôment, plein de gens qui sont là. J'ai le doctorat, j'ai la maîtrise, je n'arrive pas à trouver le boulot, je me plains. Mais de quoi est-ce que je me plains? On m'a mis la peur dès mon... C'est dans mes gènes, n'est-ce pas? Dès mon bas âge, j'ai peur. On m'a jamais appris à prendre le risque. Dès que tu fais ces dit tu vas échouer. Donc on a inculqué la peur dans mes veines, dans mes gènes. Pourquoi est-ce que je prends le moins de risques? Parce qu'on m'a jamais dit de le faire. Généralement, quand on est, on fait ce que nos parents nous ont dit, on fait ce que le système nous a montré. Les gens ont peur d'échouer. Pour moi, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Si pour moi l'échec n'existe pas, de quoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi je n'essaye pas? Chaque chose que je fais, si ça ne marche pas, je prends de l'expérience. Ça me permet d'aller essayer encore. Quand tu accouches un enfant, là, au début, il va ramper, n'est-ce pas? Après, il va faire ses premiers pas, il va tomber. Si l'enfant ne tombe pas, il va marcher jusqu'à courir. Mais la façon qu'on nous a éduqués, non, il ne faut jamais que tu tombes. Il faut que tu ailles à l'école, tu as ton diplôme, ne prends pas tel risque. Donc c'est ça le système. Et c'est programmé, ce n'est pas au hasard. Et il faut côtoyer un certain milieu pour comprendre que ceux-là qui ont mis en place le système. Qui ont mis en place le système. Et ils n'ont pas peur de tout ça, ils n'ont pas peur de prendre ce risque. Là, ils le font depuis des années. Ah oui. C'est vrai que là, du coup, ça crée un changement de mindset radical lorsqu'on a compris ça. Définitivement, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. En effet. C'est l'état d'esprit. Mais du coup, ça répond pas à ma question de... Ces gouvernements-là mettent quand même des programmes en place pour que les employés puissent avoir accès à l'information. Est-ce que ce n'est pas paradoxal avec le fait de dire que le système a été pensé pour que les employés n'aient pas l'information? Quel gouvernement met quel système en place? Par exemple, par le cas des livres. Oui. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, on trouve des librairies à perte de vue. Et tous ces livres-là sont mis à la disposition. On encourage la lecture. Mon cher ami. Oui. On peut t'encourager à les lire. Ce qu'on sait que ça va rien t'apporter. La France a mis quel système en place, par exemple, pour encourager la lecture? Il ne suffit pas seulement de lire. Oui. Tout à l'heure, je disais, je suis venu ici en France pour créer une entreprise. Oui. On m'a mis tous les gens de bâton dans les roues. Oui. Ça sert à quoi si je peux lire toute ma vie et qu'on ne me permet pas d'aller sur le terrain, mettre quelque chose en pratique? Si on ne peut pas me permettre... Là, je suis en France pour l'instant. Oui. Je suis venu ici pour passer une certification. Tu peux pas imaginer le nombre de procédures administratives qu'on essaye de mettre sur pied pour me bloquer. Si je lis tous les livres, toutes les procédures, ça me sert à quoi si je peux aller sur le terrain? Si je peux aller prendre certains risques et voir ce qui marche? Mais déjà, ça permet au moins de bâtir ton mindset, le livre. On n'est pas en train... Bon, il y a encore une autre chose que je vais dire. Le livre, oui, le livre, c'est bien, mais le livre t'apporte pas... Le livre a des limites. On est d'accord, on est d'accord. Le livre va t'apporter jusqu'à un certain niveau. Oui. OK? Le livre ne va pas t'apporter...
Le livre va t'apporter un certain niveau de connaissance, mais très limité. Tu as besoin de te former pour avoir une transformation. Le livre ne te transforme pas. Mais pourtant tu parles du livre de Robert Kiyosaki qui t'a transformé. Oui, mais je veux dire que si tu peux tout lire, je peux te montrer toutes tes stratégies. Si tu ne mets pas en pratique, ce n'est pas la même chose. On est d'accord. Il faut que tu sois en mesure d'exécuter. Mais déjà, il faut avoir l'information. Juste savoir que ceci, ce n'est pas suffisant. N'est-ce pas? Je suis en business aujourd'hui. Oui. Il y a plein de choses que je veux faire. Je sais le faire. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Je ne peux pas exécuter. Donc, savoir qu'on fait ceci n'est pas suffisant. Je sais par exemple qu'il faut me protéger pendant la neige. Oui. Mais est-ce que si je vais là, vraiment, je peux prendre ces manteaux-là, descendre là, faire telle chose? Non. Donc, savoir et vraiment aller sur le terrain, pouvoir, ce n'est pas la même chose. Dans le livre, la France peut faire tout ceci, mais si sur le terrain, tu ne donnes pas les moyens de pouvoir aller sur le terrain, apprendre, te mouiller, te voir, essayer, mettre la main à la pâte, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, ajuster. Si tu n'as pas toutes ces possibilités, ça ne va pas être très évident. On te met au contraire dans un système où on sait que tu vas buter. Donc pour toi, la France est contre les entrepreneurs? Bon, je ne veux pas parler de la France particulièrement, mais je veux dire que je trouve juste que le système est plus difficile. C'est très fermé ici, en fait. D'accord. C'est plus fermé, en tout cas, qu'aux États-Unis, pour les entrepreneurs? Je dirais que je ne pense même pas que le système... Je ne pense même pas que le système est assez flexible. Oui. La preuve est que j'ai des étudiants aujourd'hui en France. Oui. J'ai des étudiants au Canada, j'ai des étudiants aux États-Unis. Mais mes étudiants de la France, parfois, ont plus de difficultés que les autres. Tel que le système, les avantages, par exemple, que nous, on a. Comme quoi, par exemple? Donc, je prends l'exemple, nous avons au Canada des comptes sur marge. Tu peux emprunter de l'argent pour investir en bourse. Oui. Ah oui? Bien sûr. Sans blague. Au Canada, je peux emprunter de l'argent, j'investis en bourse. Je peux enlever une partie de cet argent, je peux acheter de l'immobilier avec. Ici, ce n'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ça, c'est... Voilà. Ou bien je peux acheter... On n'y pense même pas. Ou bien je peux acheter ma maison. Je peux acheter une maison à 500 000, par exemple. Je dépose 100 000. Oui. Ça veut dire que je dois 400 000 d'hypothèque, n'est-ce pas? Oui. Si entre-temps, je rembourse sur l'hypothèque, si je rembourse peut-être 50 000, je dois 350 000, n'est-ce pas? Oui. Donc, il me reste 350 000 à payer au banquier. Oui. Si entre-temps, la maison prend une valeur, la maison passe à 600 000, je peux aller voir mon banquier pour dire, oh, la maison vaut 600, je te donne encore 350. La différence de 250, est-ce que tu peux me donner un prêt dessus? Oui, c'est possible. Ah oui. Mais ici, le système ne va pas te donner les mêmes opportunités. Ah, c'est vrai que c'est pas... Ok, en effet. Et justement, tu parlais aussi, je l'ai noté, tu parles de la formation. Dans éducation, formation, je mets un peu tout ça dans le même panier. Comment on se forme pour gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on se forme pour gagner de l'argent? Je pense que ça revient encore à comprendre ton environnement, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu te formes pour gagner de l'argent. Je dirais que si tu veux gagner de l'argent, il y a encore une fois de plus un certain nombre de choses que tu dois comprendre. Comme quoi? Pour moi, l'argent, c'est la résultante. Oui, de ce que tu as compris du système et que tu as mis en pratique. Je n'ai pas besoin de me former pour gagner de l'argent. Oui. Je me forme pour comprendre comment est-ce que mon environnement fonctionne. Je mets ça en pratique. Je suis un certain nombre de règles. L'argent suit. Et pour moi, on aime vraiment du pratico-pratique. Pour revenir à ton expérience à toi, comment ça s'est passé? Dans quel sens? Tu parlais de comprendre comment l'environnement fonctionne, comprendre les règles et les mettre en pratique. Toi, comment l'environnement dans lequel tu as évolué fonctionne? Qu'est-ce que tu as compris et quelles sont les règles que tu as mis en pratique? Très bien. Disons, quand j'ai commencé à travailler dans le monde de la bourse, j'ai côtoyé, comme je disais tout à l'heure, des personnes super fortunées. Oui. Au début, je croyais que comme je travaille avec eux, automatiquement, il faut seulement aller acheter telle chose, acheter ceci et faire de l'argent. Mais je me suis cassé le nez. Ça m'a pris du temps maintenant de me poser des questions, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et essayer d'apprendre de mes erreurs. Et mettre en pratique. Et suivre certaines règles, comme tout à l'heure je parlais des clés, la discipline, la patience, et ainsi de suite. Suivre certaines règles, faire les choses d'une certaine manière, respecter un certain nombre de règles, de principes. C'est ça qui m'a permis de commencer à voir certains résultats. Et quand j'ai commencé à voir ces résultats, j'ai dit, oh, ça marche. Comment est-ce que je fais pour multiplier ceci? Pour multiplier puisque ça marche.
Donc, c'est une combinaison de ces choses-là. Et comme j'avais découvert que ces personnes super fortunées avaient une formule qui marchait, je me suis dit, je vais essayer. Donc, je suis passé par la bourse. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux faire la même chose. Donc, j'ai commencé à investir en bourse. J'ai eu mes premiers gains. Ouais. Ça m'a permis d'entrer dans l'immobilier. Donc, pour acheter ma première maison, j'ai eu la levée de fonds, c'était en bourse. Et quand j'ai eu l'immobilier, je travaillais déjà. Donc, moi, quand j'investis en bourse, je travaillais. Donc, j'ai investi en bourse, j'ai eu des gains, ça m'a permis de faire la mise de fonds pour la maison. Donc, j'ai acheté la maison. Ça veut dire que premier pilier, c'était la bourse. Deuxième pilier, l'immobilier. Et pendant que je travaillais, j'avais dans mon esprit qu'il ne faut pas rester ici tout le temps. L'expérience que je suis en train de bâtir, qu'est-ce que je fais de ça? Je vais essayer de copier ce que ceux-là ont fait. Donc, je me suis préparé. Je ne me suis pas levé d'un coup, j'ai démissionné. Je me suis préparé aussi pour dire un jour, je vais entrer dans l'entrepreneuriat. Donc, au moment où je démissionne pour lancer mon entreprise, c'est mon troisième pilier. Et il y a une préparation quand même derrière. Donc, je suis un certain nombre de principes, un certain nombre de règles. Ce n'est pas au hasard. Donc, et quand je pars du boulot, j'ai mis quand même certains garde-fous. Et c'était quoi ces garde-fous? Parce que je parle pour ceux qui sont peut-être dans la même situation. Oui, quand je dis garde-fou, donc j'avais déjà des connaissances pour investir en bourse, ces connaissances m'ont permis d'acheter la maison, d'être dans l'immobilier. J'ai acheté plusieurs propriétés. Et donc, quand je dis je démissionne, j'ai ces connaissances, mais d'abord, comment, j'ai pas peur. J'ai quand même géré un certain nombre de risques. Donc, quand je m'avais démissionné, j'ai quand même un plan B. Et même quand je démissionne pour dire je vais essayer ceci, je m'inscris quand même quelque part pour dire je peux me faire à temps partiel, pas avoir un travail à temps partiel si ça ne marche pas. Donc si je rencontre certains challenges, certains défis. Donc je commence à faire ce temps partiel pendant que je fais mon entreprise et progressivement je vois que non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais et comment tu organises tes journées entre le boulot et ta formation sur la bourse? Comment tu organises tes journées? Ça ressemble à quoi? Bon, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise. On n'est pas seulement... Non, je dis avant. Je reviens dans ton avant. Avant que tu ne démissionnes. Oui. Tu avais le boulot de banquier. Oui. Et c'est quoi? C'est le soir que tu faisais de la bourse? Comment ça se passait? Déjà, quand je travaille sur plusieurs marchés internationaux. Généralement, nous sommes 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que on est sur des fuseaux horaires différents. Et moi, j'étais payé pour m'occuper des clients, pas pour être dans mon compte. Donc, voilà encore un autre piège du système. Comment ça? Même comme tu sais tout ce qu'il faut faire, on te dit, mon cher, tu es ici, on te paye. Tu es un employé. C'est pour t'occuper de nos clients et non de ton propre compte. Donc, ça fait que pour trader, j'étais obligé de m'ajuster. J'étais obligé parfois de travailler de nuit. Parce que les marchés sont ouverts dans la journée. Dans la journée, je m'occupe des clients. Je suis employé. Quand les marchés ferment, je m'en vais au travail. Et donc, je pouvais mettre mes commandes, trader à certaines heures qui n'étaient pas parfois des heures réglementaires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on était assez flexible. Je pouvais décider de travailler de jour, de nuit. Mais si je voulais vraiment être sur les marchés, je devais m'arranger en conséquence, travailler des heures qui étaient parfois un peu plus contraignantes. Forcément. OK. Au-delà de la formation aussi, tu parles du capital. Oui. Et la question qui vient, c'est quel est le capital dont on a besoin pour bâtir sa fortune? Je ne parle pas de la bourse. On reviendra sur la bourse après. Mais je veux qu'on parle de l'argent de manière générale. Je pense que le capital numéro 1, c'est d'abord ton capital intellectuel. Quel genre d'état d'esprit tu as, qui tu veux côtoyer. Tout n'est pas argent forcément, au début. Si tu es ouvert d'état d'esprit, tu peux aller rencontrer certaines personnes, tu peux côtoyer certaines personnes, tu peux prendre certains risques qui en valent la peine. Mais si ton état d'esprit ne te permet même pas d'aller à ce seuil, tu peux laisser beaucoup de choses passer. En effet. Et pour une personne lambda qui n'est pas banquier, parce que toi, par exemple, l'opportunité que tu as eue, c'est que le fait d'être banquier, tu as côtoyé des multimilliardaires. Bon, pour une personne qui n'est pas banquier, qui n'a pas ces ouvertures-là, qui souhaite côtoyer des multimillionnaires, des multimilliardaires, comment elle fait? Bon, je dirais qu'il ne faut pas forcément côtoyer les multimilliardaires pour que ta situation change. Il faut chercher des personnes qui ont des résultats. Pas forcément multimillionnaires, multimilliardaires. Il faut chercher des gens qui ont des résultats. Il faut chercher des gens qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent justifier par des résultats tangibles. Il faut chercher des personnes qui ont la soif de réussir, l'envie de réussir, des gens qui vous inspirent et pour leur demander. Et une autre chose aussi que le système dans lequel nous avons grandi, moi particulièrement qui viens du Cameroun, c'est que
on ne nous a pas appris à se faire accompagner. On nous a fait croire que quand tu vas à l'école classique, tu as ta licence, ta maîtrise, tu attends le boulot, Ouais. tu es celui qui maîtrise tout. Donc, il faut se faire accompagner parfois par les gens qui ont été sur le terrain. Ouais. Donc, ces personnes peuvent ne pas avoir beaucoup d'argent, mais peuvent te tenir la main, peuvent te dire évite ceci, fais ceci. Donc, je ne pense pas que tu commences forcément avec les multimillionnaires, quoi. D'accord, moi, toi, c'est d'abord le capital. Dans le cercle dans ouais. lequel tu évolues. Oui. Par exemple, je suis en France, Oui. j'appelle quelques connaissances qui sont ici, Oui. parce que c'est des personnes peut-être avec qui j'étais là avant d'aller même au Canada. Parfois, je suis un peu surpris des conversations qu'on a. Ah, ça ressemble à quoi? Parfois, je suis même... Parfois, je suis surpris, quoi. Puisque... Souvent, je me dis... J'ai demandé parfois à certains de mes étudiants au début, si tu avais l'occasion de rencontrer ton banquier, quelle question tu lui poserais? Parfois, je me demande, est-ce que un ancien ami ou bien quelqu'un de proche avec qui j'étais avant, quand on se retrouve aujourd'hui, Oui. je m'attends quand même à ce qu'il me demande un certain nombre de choses qui peuvent l'inspirer. Oui. Mais je suis parfois choqué de voir les sujets sur lesquels on va me ramener, quoi. Est-ce que tu as acheté, est-ce que tu as vu le nouveau Lacoste qui est sorti? Ouais. Le iPhone, ceci là. Donc c'est ça leur priorité en fait. Oui. Donc parfois, on est choqué, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas toujours l'argent. Oui. Tu peux avoir des opportunités de rencontre, de côtoyer certaines personnes, de rencontrer certaines personnes, mais tu ne saisis pas les opportunités. J'ai voyagé dans Air France en classe première. Oui. Dans Air France, il y a seulement 4 lits. Ah oui. Oui, dans l'avion. C'est seulement 4 lits dans tout l'avion. Wow. J'ai voyagé dans Air France. C'était pour voir qui sont ceux-là Qui dorment en première classe. qui dorment en première classe. Ils ont quoi les différents? Et qu'est-ce qu'ils Ils avaient ressemblent à quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Rien. Bien sûr. J'ai rencontré un Français. Oui. Je suis parti des États-Unis pour venir ici à Paris. J'ai rencontré un Français. Il y avait 4 lits, on était 2. Les 2 autres lits étaient vides. Lui m'a dit qu'il a son restaurant aux États-Unis. Il vit aux États-Unis depuis longtemps. Il venait voir sa mère en France. Mais déjà, même le fait d'aller là-bas, c'est parce que j'avais cette soif d'aller voir qui sont ceux-là. Ils font quoi dans la vie? Est-ce que je peux développer une relation avec eux? Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que... Le billet d'avion, c'est $20 000 pour voyager en première classe, surtout de $20 000. Maintenant, quand tu as les possibilités de te l'offrir, c'est pas forcément parce que tu veux claquer $20 000. C'est parce que aussi tu te dis, qu'est-ce que celui-là peut m'apporter? Ouais. Dans le genre de relation, dans le genre de contact. Ou bien peut-être je voyage en business. Il peut avoir que je rencontre quelqu'un là-bas qui peut-être tient une conversation avec moi, qui m'ouvre certaines portes, qui m'amène dans certaines opportunités, quoi. Donc, c'est pas toujours l'argent. Je pense c'est pourquoi je reviens encore, c'est le mindset, l'état d'esprit que tu as pour pouvoir aller fouiller, aller côtoyer certaines personnes. C'est vrai que c'est très important. Et tu parles aussi de la patience. Oui. Et pas les temps qui courent avec Internet, on voit beaucoup les trucs de multimillionnaires en 1 an, de 0 à 10 millions en 1 an et tout. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver cette patience-là? Parce que j'imagine un entrepreneur qui se lance et pendant 5 ans, il rame. Ça avance, mais ça avance lentement, hyper patience. Tu lui dis quoi? Moi, je ne pense pas qu'on se lance en business pour faire de l'argent. Mais c'est quand même un indicateur qui montre qu'on avance. Oui, mais si tu te lances en business pour faire de l'argent, ça va être difficile. Ah oui, pourquoi? Oui. Parce que pour que tu t'en sortes en business, il y a 3 choses. Oui. Numéro 1, identifie quelque chose qui te tient à cœur, qui te passionne. Oui. Numéro 2, est-ce que cette chose-là, tu peux la convertir en solution à un problème que quelqu'un rencontre? Oui. Numéro 3, donc, est-ce que ça peut payer tes factures? Bon. Si tu permets, tu dis qu'on se lance pas en business pour faire de l'argent. Bon, moi je conçois la bourse comme étant un business. Si on se lance en bourse, si on fait la bourse, c'est pour avoir du cash. Non, la bourse, c'est pas un business. C'est pas pour faire de l'argent. Ça, c'est notre... oui? Je veux dire... Bon,
On veut parler business ou bien on veut parler bourse? C'est deux choses différentes. En fait, je me suis mélangé dans les termes. Je n'ai pas utilisé les termes appropriés. J'ai dit business alors que c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Puis quelqu'un qui va dans la bourse, c'est pour faire de l'argent. Oui. Voilà. Donc maintenant, imaginons quelqu'un qui se lance en bourse. Oui. 5 ans, il rame, ça n'avance pas, il n'arrive pas à faire des chiffres intéressants. Il perd patience. Qu'est-ce que tu lui dis? Il s'est lancé comment? Pourquoi il s'est lancé d'abord dans la bourse? Pour faire de l'argent. Parce qu'il a écouté Happy sur ce podcast et il s'est dit, bon, je vais avoir au moins les mêmes résultats que lui. Non. Ah, il a utilisé quel véhicule? La bourse, je vais faire la bourse. Non, ça ne marche pas comme ça. S'il m'a bien écouté, il ne va pas se lancer directement. Ah oui. Non. Si tu ne fais pas, si tu ne comprends pas, ne fais pas. Bon, on peut faire et apprendre dans le temps. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si tu me dis, j'ai un jeune à la maison, il m'a vu sortir avec une Corolla, une voiture, il est aussi entré, il veut se lancer sur la route. Non, va faire ton permis de conduire. Apprends à lire les panneaux. Parce que tu peux te faire écraser, n'est-ce pas? Oui. Tu peux aller créer un préjudice à quelqu'un d'autre. Donc, tu ne vas pas juste voir parce que, oh, il y a la voiture là, je suis un jeune, j'ai vu la clé de voiture, je me lance. On ne se lance pas comme ça. Il y a des règles que tu dois suivre. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas le seul usager en route. Que tu comprennes que tu peux créer un tort à quelqu'un, tu peux aller en prison. Tu peux perdre. Donc, c'est pourquoi je dis on ne se lance pas comme ça. Si tu viens, tu veux conduire, on va te dire, va faire l'auto-école, on va te dire, voici les règles, voici comment on lit le panneau, voici ceci. Tu vas donc suivre ces règles-là. Il te faut même un permis pour pouvoir conduire. N'est-ce pas? Et donc, quand tu vas suivre ces règles-là, tu seras mieux outillé. Mais ça ne garantit pas que tu ne vas pas faire d'accident. Tu vas avoir une faible probabilité de faire des accidents, n'est-ce pas? Donc, on ne se lance pas en bourse comme ça. Parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Et on peut aller... Ça peut être l'argent peut-être pour ton loyer, ta scolarité, je ne sais pas. Et puis... Ou bien si tu es un papa, ça peut être l'argent pour la ration de tes enfants. Oui, mais bon, admettons, quelqu'un, il a suivi la formation de Happy, il se fait accompagner, mais 5 ans qu'il est dessus, les résultats, c'est pas trop ça. Et il perd patience, il se dit, bon, j'ai jeté de l'argent. Et il veut arrêter. Tu lui dis quoi? Bon, je pense là un peu que peut-être on saute un peu du coq à l'âne. Quelqu'un qui a suivi la formation de Happy, d'abord, c'est quoi la formation? Qu'est-ce que nous on dit dans la formation? Parce que nous avons une façon d'accompagner nos étudiants. On leur donne un certain nombre d'outils, on leur donne un certain nombre d'accompagnements. Donc, si l'étudiant s'inscrit, s'il suit notre discours, s'il fait le travail que nous avons demandé, s'il respecte ce que nous lui avons demandé, il ne voit pas pourquoi il ne va pas faire de l'argent comme les autres. Chez nous, quand on vient, j'ai dit à mes étudiants, je comprends que tu veux chercher l'argent, oublie que tu veux ici faire l'argent. Je veux que tu comprennes le processus. Et quand tu comprends le processus, l'argent, c'est la résultante. Okay, mais si tu mets l'argent avant, ça va être difficile. D'accord, ok. Donc, l'argent, c'est la résultante de ce processus. Ouais. Ok. Et au cours de l'une de tes interviews, au cours de l'un de tes podcasts aussi, tu dis, la bourse, c'est comme le permis de conduire. Oui. En gros, si on veut comprendre le monde, il faut comprendre la bourse. J'ai pas compris. Bon, la bourse, c'est comme le permis de conduire. Comme tout à l'heure, j'expliquais. Quand tu reçois ton salaire, tu as généralement des dépenses à faire. Tu as un certain nombre de choses que tu ne contrôles pas. Si tu vas l'acheter, tu vas aller à l'épicerie, c'est pas toi qui fixes les prix. On est d'accord. Tu veux payer telle chose, c'est pas toi qui fixes les prix, n'est-ce pas? Oui. Cet argent-là obéit à un certain nombre de règles. L'inflation, c'est quoi par exemple? Donc, si tu ne comprends pas l'environnement dans lequel on est, le banquier va prendre sa part, tu ne sauras pas qu'il a pris tel montant sur les frais de compte. Pour les frais de compte, n'est-ce pas? L'inflation va prendre sa part dessus, tu ne sais pas. Donc, je pense que comme nous sommes condamnés à utiliser de l'argent, il est important de comprendre les règles de cet argent. C'est quoi? Ça fonctionne comment? Comment est-ce qu'il fluctue? Qui l'a créé? Pour quelles raisons? Et quand je comprends ceci mieux, l'environnement économique dans lequel je fonctionne, et je suis mieux outillé pour mieux gérer mon argent. D'accord. Qui a créé l'argent et dans quel but? Mais l'argent a été créé comme un outil pour pouvoir nous faciliter nos transactions, par exemple. Et il y a tout un système autour. Mais il y avait déjà des éléments qu'on utilisait avant. Pourquoi avoir créé l'argent? Il y avait déjà, avant, c'était les talons or. Oui, bon, je ne sais pas si on a forcément besoin de faire tout ce débat, qui a créé l'argent. Bon, je pense ici la chose la plus importante à comprendre, c'est comment est-ce qu'il fonctionne. Oui, et justement, ça fonctionne comment l'argent? Oui, l'argent a des règles donc. Il peut varier, il peut diminuer sans que tu ne te rendes même compte. Tu peux avoir $1000, 1 000 € dans ton compte,
Tu te dis que c'est 1 000 euros, mais demain, tu sors pour aller faire une course, tu te dis non, ça ne coûte plus, ça coûte 1 200. Oui. Cet argent a perdu de la valeur. Oui. Comme c'est un outil, nous sommes condamnés à utiliser. Je n'ai pas forcément besoin de savoir qui l'a créé avant de pouvoir m'en servir. Ce qui est plus important pour moi. En même temps, quand les étudiants viennent chez moi, parfois ils me disent « Happy, je veux comprendre ceci ». Parfois, je leur dis « Tu n'as pas besoin de comprendre ça. C'est pas parce que je ne veux pas te donner, je n'ai pas envie de te saturer le cerveau. Oui. J'ai dit « Je veux te donner l'essentiel. Focalise-toi sur l'essentiel. Cette partie est plus importante pour toi. Je pense que c'est plus pertinent de savoir comment il fonctionne que qui l'a créé. On peut aller dans l'histoire pour voir qui l'a créé, mais j'aimerais que mon étudiant comprenne d'abord qu'est-ce qui va lui être plus rentable maintenant. Et c'est ça qui nous différencie aussi de l'éducation classique qu'on nous a donnée. Parce qu'on a fait un remplissage de tête avec tellement d'informations qui ne nous servent pas. Et finalement, quand la bonne information vient, même on est déjà saturé. C'est tellement ça. Oui, on est déjà saturé. Donc, l'étudiant qui vient à Easy Finance Academy, c'est aussi l'avantage pour lui parce que j'ai filtré l'information que je lui donne. Ne te focalise pas ici. Regarde ceci. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de ton investissement chez Tesla, d'où tu as tiré 300 000 $? Comment ça s'est passé? Bon, disons, je veux clarifier. Tu as dit au début que j'ai fait 300 000 $ pour lancer mon business. Non, ce n'était pas le cas. J'ai démissionné. Oui. J'ai lancé mon business. Et comme je n'avais plus la contrainte de donner du boulot, je pouvais être dans mes comptes à l'heure que je voulais et quand je voulais. Et donc, j'ai lancé Easy Finance Academy et sur le côté, je faisais la bourse. Et j'ai fait 300 000 $. Chez Tesla? Pas seulement sur Tesla, c'est une combinaison de... Tesla seul, environ 200 000 et 100 000 sur d'autres compagnies. Et c'est quoi la stratégie que tu as mis en place pour générer plus de 200 000 $ chez Tesla? Bon, et en combien de temps aussi? Il y a plusieurs stratégies. Ça, c'était en 2020, pendant le Covid. J'ai démissionné au mois de février, donc de février jusqu'en décembre. Wow. Oui, de février à décembre, j'ai généré 300 000 $, oui. Mais c'est plusieurs stratégies. Il y a des outils qu'on appelle des options. Oui. C'est ça que tu parles de produits dérivés de la bourse. Oui. Bref, tu as entendu produits dérivés de la bourse. Ça sera on va avoir un épisode uniquement dédié à ça. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, on aura un épisode dédié sur les produits. Déjà que les produits dérivés, c'est un truc, c'est pas simple. Pardon? Déjà que les produits dérivés, c'est pas simple. Mais en plus, produits dérivés de la bourse, c'est autre chose. Bref, en tout cas, on continue ta pédagogie. Bon, disons que je sais que la bourse déjà n'est pas simple pour plusieurs personnes. Oui. Et même là, je vais encore revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. La bourse n'est pas aussi compliquée. Le système ne veut pas que la bourse soit simple. Ah. Bien sûr. Le système ne veut pas que la bourse soit simple. C'est pas parce qu'il manque les gens pour enseigner ça, non. C'est programmé, comme je disais tout à l'heure. Si on vous donne tous les outils, vous n'allez plus aller au travail. Qui va travailler pour vous pour qu'il continue à être le plus riche? En effet, ouais. Quand on parle d'homme le plus riche du monde, c'est qui? À l'heure actuelle, c'est pas lui là, comment il s'appelle? C'est pas Jeff Bezos? On se base, non. On se base sur quoi? Pour savoir. Ah oui, sur la valeur de ses actifs. Où? En bourse. Voilà. Comment se fait-il que, est-ce que tu ne trouves pas paradoxal qu'on dise que c'est compliqué, ne va pas là-bas, c'est risqué, mais c'est ça qu'on utilise comme unité de mesure pour évaluer les richesses? Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Énorme. Et c'est juste commencer à mettre un pied dans le plat, mais on va se donner rendez-vous au prochain épisode, donc reste connecté. Beaucoup de gens disent qu'à la bourse, on ne perd jamais. C'est vrai ou c'est faux? On ne perd jamais? J'ai entendu des trucs comme ça. Qu'on ne perd jamais lorsqu'on investit sur du long terme en bourse. Non, ça, c'est pas vrai. Ah. Bien sûr qu'on peut perdre. La bourse, c'est un marché, en fait. Oui. Par exemple, je suis né au Cameroun. J'ai vu le marché Mokolo, marché des chèvres, marché Mopi. Tu vas là-bas, tu as quelqu'un qui vend du tissu. Tu as quelqu'un qui vend des tomates. Tu as quelqu'un qui vend des oranges. Tu as quelqu'un qui vend du riz. N'est-ce pas? De l'autre côté, on a les gens qui viennent acheter. Et dans ce marché, il y a aussi certains produits qu'on vend aux enchères. Il y a des jours où peut-être tu viens, il n'y a pas assez de... je peux prendre un produit. Peut-être ce jour-ci, il n'y a pas assez de riz. On te dit, OK, le kilo de riz ici, aujourd'hui, on va vendre aux enchères. On a seulement 10 kilos de riz à vendre aux enchères. Il y a combien de personnes qui sont intéressées par ce riz? Donc on va dire, mise à prix, 1 kilo, 100 francs. Qui prend?
120, 125, ainsi de suite. Donc, c'est l'offre et la demande qui vont fixer le prix. On est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est la même chose. C'est le marché où les entreprises vont aller pour vendre leurs produits. Tout à fait. Bon, aux aussi enchères. simple que ça. Aussi simple que ça. OK. Et c'est dans ça que tu démystifies au sein de la Easy Finance Bien sûr. Academy. Par rapport à ça, moi, j'ai une question trash. C'est, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le business, c'est la formation, plus que le business même qu'ils mettent en avant. Si la bourse te fait gagner autant d'argent que ça, pourquoi ne pas te concentrer sur la bourse et générer beaucoup plus d'argent au lieu de maintenant décider de former les autres? Bon, je reviens encore à dire, avoir de l'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui est riche. C'est l'esprit pauvre qui se pose cette question. L'esprit d'abondance a envie de transmettre. Il y a une différence entre scarce mindset et abundant mindset. L'esprit pauvre croit que dès que j'ai là, ça suffit, je ne peux plus montrer. Pourquoi je ne me contente pas de ceci? L'esprit d'abondance est un esprit qui veut partager, qui veut ouvrir la voie aux autres, qui veut tenir la main des autres. N'est-ce pas? Cette question est venue plusieurs fois. J'ai entendu les gens dire, oui, pourquoi tu ne te contentes pas juste de ce que tu fais et ceci. Mais tout à l'heure, je disais aussi que l'argent, c'est un outil de travail. À un moment donné, l'argent ne résout plus tous les problèmes. On est d'accord? On est d'accord, oui. Donc, je suis arrivé à un niveau où je sens la nécessité de transformer, de laisser un impact beaucoup plus grand. Je pouvais rester là, dire que oui, tous les millions là, je vis de ça. Je fais ceci, je vais en vacances. Mais il y a d'autres besoins au-delà. Il y a l'envie de laisser des traces. Il y a l'envie de vouloir s'accomplir. Il y a l'envie de transformer des vies. Okay? L'autre jour, je parlais avec un membre dans mon équipe qui me disait, oh, mais Happy, il ne faut pas trop travailler. Parfois, il faut prendre des vacances. Il faut aller, va même comme tu vas d'habitude dans les îles, va quelque part. Je lui dis, je ne pense pas que c'est la solution. Je veux aller, puis là-bas, je serai avec qui? Ah oui, c'est vrai. Oui, je peux me payer tes enfants. Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Oui, on sera ensemble, c'est bien. Mais tu peux pas faire ça tout le temps, tout le temps. Ouais. Je vais aller, oui, je veux payer cet hôtel, là, 5 étoiles, je vais rester là-bas. Je veux parler avec qui? C'est pour dire l'argent ne résout pas tous les problèmes. Donc, c'est à plusieurs paliers dans la vie, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres challenges. Forcément. Et maintenant, quand je fais Easy Finance Academy, comme je dis là, c'est parce que je veux laisser un impact. C'est parce que j'ai envie, quand j'écoute les histoires positives que nous avons eues dans l'académie, j'ai envie d'avoir plusieurs histoires pareilles. Mais est-ce que ce n'est pas un peu fou, parce que je t'ai entendu le dire, d'organiser des événements dans des lieux très prestigieux, mettre des tickets à 200 € et aller jusqu'à dire aux uns et aux autres que bon, ceux qui viendront, je leur rembourse leur argent. C'est pas fou ça? C'est fou pour, encore une fois, celui qui ne comprend pas les règles de l'argent, les règles du monde. N'est-ce pas? Parce que, bon, ça, peut-être tu viens là tu parles de l'événement que j'ai organisé il y a 2 ans. C'est ça, oui. À l'hôtel Marriott. Oui, c'est ça, oui. L'événement m'a coûté 300 000 $. C'est ça, oui. Oui, je voulais l'offrir. Et je voulais montrer à mes étudiants qu'on le dit, sky is the limit. Quand on le dit, c'est pas seulement des mots. Comment est-ce qu'on avait fait pour aller à Marriott? J'avais demandé à mes étudiants qui sont ici, c'était en France et un peu partout, où est-ce que vous pensez qu'on peut aller? Où est-ce que vous croyez que vous n'avez pas le droit d'y aller? C'est comme ça que j'ai trouvé le lieu. Ah oui, okay. Dites-moi où est-ce que vous pensez que c'est impossible pour nous d'y aller. Et dites-moi pourquoi. Ils m'ont dit Château de Versailles. Parce que c'est trop... c'est trop hype. Oui, ça ne nous ressemble pas et tout. Et j'ai dit, OK, on a trouvé, m'envoyer la salle. J'ai dit, OK, on va aller là-bas. Je vais vous amener là-bas, on va aller faire l'événement là-bas. On a commencé à se renseigner. J'ai envoyé mon équipe. Ils sont allés sur place voir. Je pense que cela était d'abord choqué de ça, de nous voir venir demander qu'on veut faire un événement là-bas. Ah ouais? À ce point? Ils nous ont dit non, ça coûte cher. Il y a ceci, il y a ceci. Après, ils ont dit si vous voulez faire l'événement ici, ça va vous coûter tant. Et numéro 1, vous n'avez pas le droit de jouer la musique. J'ai demandé, c'est écrit qu'on ne peut pas jouer la musique. Quand j'ai commencé à les challenger, ils m'ont dit ok, dans ce cas, vous devez nous donner la liste de tous les morceaux que vous comptez jouer. Sans blague. Après, ils nous ont dit, bon, si vous prenez la salle, vous êtes obligé de prendre tel nombre de chambres. La chambre coûtait 600 €. Oui. Bon, entre nous, 600 €, c'est pas très cher.
600 € la nuit. Oui, mais puisque l'événement, c'est sur 4 jours. Oui, mais il y a beaucoup plus cher que ça. Je comprends. Oui. Mais c'était pas une chambre. On nous a imposé à prendre un certain nombre de chambres. Oui, minimum. Donc, tout ce qu'ils ont avancé, j'ai dit, on prend. Chaque challenge, j'ai dit, on avance. Ouais. Mais ce qu'on recevait, j'avais l'impression que tout était mis en place pour nous dire que ne venez pas ici. Que c'est pas votre niveau. C'est pas votre niveau. Ne venez veut pas vous, en tout cas, on ne veut pas vous voir ici. On ne veut pas vous voir. Oui. En tout cas, pas en tant que ceux qui prennent la salle. Voilà. Ouais. Donc finalement, c'était un peu comme un bras de fer, je veux le faire. On va y aller, je vous amène là-bas. Mais les choses sont tellement empirées au point où seulement encore certains étudiants qui sont dit happy, tu sais quoi, on ne va pas là-bas, n'allons pas. Il y a même une étudiante qui m'a dit, nous on a fait un événement là-bas, nous on mangeait là-bas, ils sont venus nous chasser, tout ça et tout. Donc, et finalement, on s'est dit, encore certains étudiants ont dit, tu sais quoi, on peut même aller là-bas, on paye tout cet argent-là et puis on a une mauvaise expérience. Ils peuvent décider que notre fête ne se passe pas bien, donc laissons-les, allons ailleurs. Et après, on s'est demandé quel est l'autre endroit où on peut se sentir bien. On a décidé d'aller à Marriott Charles de Gaulle. Ouais. Donc, on a décidé de faire l'événement là-bas. Ouais. On a fait l'événement là-bas sur 4 jours. J'ai quand même des engagements, n'est-ce pas? Si je veux faire un événement, faire venir des gens, moi, je me demande le nombre de places et bien tout sûr, ceci. Bien sûr. Ouais. Et je n'ai pas envie que quelqu'un me dise, je veux venir, ne viens pas. Je m'avais réservé, vous ne venez pas. Ouais. Donc, j'avais demandé à l'époque, je ne sais pas si c'était 200 $ ou 200... 200 €, je pense. Je ne sais plus combien on avait mis. Bref, j'avais mis un montant, un dépôt. Tu payes, si tu viens, on te rembourse. Tu vois, ça, c'était au moins l'engagement. Oui, bien sûr, quand ils sont engagés, oui. Donc, j'ai fait l'événement. J'ai amené toute mon équipe. J'ai dit, voici à l'hôtel. Je vais payer. Je n'ai même pas prévu les billets d'avion au début. Quand ils sont rentrés, j'ai dit, envoyez vos billets d'avion, je vous rembourse. Ah oui. Donc, c'était aussi pour leur montrer que c'est possible. Nous, j'étais ici en France, je faisais la livraison avant. Oui. Je les ai montré les photos de quand j'étais ici et tout. C'est un message aussi que je voulais passer. Nous ne sommes pas condamnés à devenir les derniers. Même à l'hôtel Marriott, eux-mêmes n'en revenaient pas, ils étaient surpris. Parce qu'ils savent que d'habitude, les gens qui nous ressemblent sont là pour le nettoyage ou bien sont En effet. Et puis je suis venu même, j'ai dit, la plus grosse suite, la plus grande suite de l'hôtel, je vais rester là avec toute ma famille. Vous réservez ça pour moi. Et ça coûtait combien à peu près? Je ne sais plus. Mais je sais que tout ça, donc c'était... D'un côté, j'avais ma chambre avec mon épouse, on avait un salon au milieu, et puis de l'autre côté, il y avait mes enfants. Et donc on prend ça, on avait pris peut-être 2 semaines, 3 semaines, on est resté là-bas. Et puis, pendant qu'on y était, je me rends compte qu'il y a certaines différences, il n'y a pas l'eau au frigo, on peut payer autant cher, même de l'eau, on doit vous demander, tu dois aller chercher l'eau au comptoir, mais quand même. Donc, et ils étaient surpris de voir... Peut-être voir quelqu'un qui vient au comptoir demander ceci, alors que d'habitude, lui, il est plutôt celui qui nettoie ou bien... Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Donc, c'était des messages. C'est un message que je voulais passer. Je voulais passer à mes étudiants, à ma communauté, à mon environnement pour dire, tu peux le faire. Je suis parti de ci pour là. J'ai encore beaucoup de chemin. Donc, les clichés qu'on a mis là, tout ça là, on peut laisser tomber tout ça et puis abandonner tout ça et se redéfinir, quoi. Ok. Et selon toi, c'est quoi le problème de la diaspora africaine? Dans quel sens? Le problème, je sais pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que partout où on part, entre guillemets, nous sommes très souvent les derniers? Non, je ne partage pas cet avis. Moi, je ne me considère pas comme un dernier. Je fais partie de la diaspora, je ne me considère pas comme un dernier. Non, c'est à titre personnel, mais je parle de manière globale. Voilà. Je dirais plutôt, je trouve un peu ça comme une étiquette négative. Je refuse tout ce qui est négatif. Je préfère plutôt dire qu'est-ce qu'on pense qu'on peut améliorer. Et toi, tu penses qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Voilà. Je dirais que si nous réussissions à être plus curieux, ne pas être résigné, parce que je pars du Cameroun, je viens en France ou bien je viens en Europe, les choses ne se passent pas comme je veux. J'ai l'impression que je n'ai pas d'autre choix, quoi. Je n'ai pas d'autres alternatives, je ne veux plus faire d'efforts. Je condamne le système. Je reste là. Oh, la France ne veut pas que je fasse ceci. Oh, l'Europe ne veut pas que je fasse ceci. Oh, ceci. Oh, ils sont racistes. Non. Quand tu commences à voir les opportunités, tu n'as pas le temps pour te plaindre. Donc, je pense que si on est plus curieux, si on cherche plus d'opportunités, toutes les plaintes vont tomber.
et on va avoir l'occasion d'aller explorer et saisir ces opportunités. On va côtoyer des gens qui sont sur le terrain, qui ne voient pas le monde comme nous on l'a toujours vu, échec ici, peur ici, essayer des choses et voir que, on a une autre expérience par rapport à ça, quoi. Donc, je pense que ce que nous pouvons faire différemment, c'est ne pas seulement nous contenter de ce que, initialement, je pense qu'il y a deux vies, en fait. Il y a la vie que, oui, on a eu parce qu'on est né à tel endroit, on nous a dit que c'est comme ça. Il y a la deuxième vie qui n'a rien à voir avec la religion et tout ça. Deuxième vie, c'est ce que, j'ai découvert ceci, comment je mets ça en pratique, je passe à une autre étape. Yes. En tout cas, on arrive pratiquement au terme de cet épisode, qui, je précise, est le premier d'une longue série. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et surtout, je rappelle que cet épisode est sponsorisé par Easy Finance Academy. C'est une académie, justement, qui vous aide à investir dans la bourse et générer vos premiers millions de dollars. Est-ce que je dis une bêtise? Bon, je sais que tout le monde vient parce qu'on veut de l'argent. J'ai dit une fois de plus, générer son premier million. Je dirais pas forcément le premier million. On peut arriver au million si on comprend les règles. On peut faire même plus que le million. Mais j'aimerais que les gens comprennent que je veux d'abord me prendre en charge. Je veux me libérer de la pression de la société. Je veux pouvoir choisir le travail que j'ai envie de faire. Ne pas faire deux boulots. Ne pas accepter d'être seulement nettoyeur. Ne pas accepter de travailler de nuit. Donc, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons à Easy Finance Academy, ça prend ses racines d'abord dans le développement personnel, dans la confiance en soi. Je veux amener mes étudiants à découvrir leur potentiel. Qu'est-ce que tu es en mesure de faire? Parce que si tu dis 1 million, peut-être je suis en train de te mettre une limite. Alors que tu peux faire plus. Ah oui, c'est vrai en plus, On a une étudiante qui a fait 1 million. Donc, elle est encore sur le marché continu. Elle peut faire plus. Mais si tu dis tu viens pour faire 1 million, pourquoi je mets la limite à 1 million? Bon, c'est que pour arriver à 2 millions, il faut passer par 1 million. Oui, mais pourquoi force? Je sais que peut-être le mot 1 million est fancy. Ça sonne bien. Mais je veux que tu comprennes que tu peux avoir les outils qui te permettent de te libérer. Où tu vois même que l'argent, là, tu commences à regarder comme moi, quoi, que l'argent, c'est un chiffre. C'est juste un outil de travail. En effet. Je vais te poser une question. Oui. Mais tu me poses des questions depuis. Mais non, la question que je vais te poser, elle va te faire rester sur ta faim. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a très peu d'entreprises africaines qui sont cotées en bourse? Ça revient encore à... Stop. Bon, ma personne, si tu veux découvrir la réponse à cette question, rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de cette série de vidéos avec Happy. L'idée pour nous, c'était déjà qu'on travaille plus ou moins sur les perceptions que tu as sur l'argent. Et c'était bien que Happy se prête au jeu de répondre à ces questions-là. Mais je te rassure, dès le prochain épisode, on parlera de la bourse, comme on ne t'en a jamais parlé. Merci Happy de t'être prêté au jeu. Merci Valère. C'était Valère Meyas et Happy. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Minakano.